Bonjour et bienvenue sur Human First, le podcast business qui parle plus d'humains que de chiffres. À chaque épisode, je vous emmène à la rencontre de professionnels qui ont osé voir le monde du travail différemment. Comment ? En plaçant l'humain au cœur de ses priorités et de sa stratégie. Je suis Cécile Chaperon, entrepreneuse, RH, coach et militante pour un monde du travail plus épanouissant et plus responsabilisant. Et maintenant, place à notre invité du jour. Aujourd'hui, je suis ravie de vous présenter Mathieu Urban. Mathieu est le cofondateur de MyFood. MyFood, c'est une entreprise où nous sommes convaincus que tout le monde doit être en mesure de produire sa propre nourriture localement. C'est pour cela que MyFood commercialise une serre clé en main pour cultiver toute l'année et découvrir l'autonomie alimentaire. Cette serre, elle est innovante et elle est aussi intelligente. Franchement, n'hésitez pas à la découvrir. J'ai pris beaucoup de plaisir à comprendre leurs produits. MyFood, c'est aussi une communauté pour profiter du soutien des agronomes et de la communauté d'utilisateurs pour progresser et partager. C'est parti, je vous présente Mathieu. Bonjour Mathieu. Bonjour Cécile. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Quelle est ton histoire avec MyFood ? Pourquoi l'avoir créé et du coup être devenu aussi entrepreneur dans le même temps ? Puisque toi, tu étais salarié au départ. Oui, j'ai été salarié pendant pas mal d'années, effectivement, pendant 12 ans. Et on s'est lancé dans l'entrepreneuriat avec mon cousin par alliance et associé. On s'est lancé parce qu'on s'est dit il faut faire quelque chose sur le sujet de l'alimentation. Clairement, on a constaté dans les années que quelque chose ne collait vraiment pas au niveau de l'agriculture, au niveau de la distribution alimentaire. Et on s'est dit vraiment les gens aujourd'hui sont déconnectés de la production alimentaire. Et on s'est dit il faut faire quelque chose. Voilà. Et l'entrepreneuriat s'est vite révélé comme une évidence parce que on a voulu lancer une innovation et redonner aux gens la possibilité de faire leur propre nourriture. Et donc on a quitté des grosses boîtes, des jobs bien payés, pour prendre le risque de lancer une entreprise, une start-up. Et on a bien fait de le faire. Et du coup, si c'était sur le sujet d'alimentation, pourquoi ne pas avoir lancé une ferme en permaculture et plutôt MyFood ? Alors, c'est une excellente question parce qu'en fait, j'ai failli le faire. Et j'étais voilà, une grosse boîte, une très grande entreprise, plusieurs milliers de salariés et en quête de sens, notamment. Et puis sur l'aspect alimentation était très importante parce qu'il y avait un aspect aussi santé qui me touchait beaucoup. Et à un moment donné, je me suis dit, bah tiens, effectivement, je pourrais repartir dans la famille, on a des terrains, je pourrais refaire une ferme, je pourrais me lancer, ou alors peut-être effectivement dans la formation sur ce sujet-là. Et en fait, on s'est dit, non, ce qu'on a envie d'avoir, c'est un impact à grande échelle. On voulait vraiment impacter à grande échelle parce qu'on a été inspiré par des entrepreneurs, effectivement à l'époque, des grands entrepreneurs qui avaient apporté des produits qui se sont développés sur la planète et qui ont transformé la vie des gens. Et on s'est dit, ah, on va faire pareil. On a failli aussi lancer une entreprise sur le sujet de l'habitat. On voulait, dans cette mouvance open source écologie qu'il y avait en 2015, on voulait lancer des innovations autour d'une machine qui pourrait fabriquer en do-it-yourself des briques pour construire ta propre maison, pour te rendre autonome sur des sujets au niveau de l'énergie. Et finalement, bah, c'est le sujet de l'alimentation qui nous a touché le plus et on s'est dit, bah, il n'existe pas aujourd'hui d'outils d'autoproduction alimentaire à déployer dans les familles. Et c'est ça qu'on a choisi finalement. Et donc, ça fait combien de temps ? Et vous êtes maintenant combien de collaborateurs ? Ça s'est développé comment ? On a démarré en 2015 autour d'un groupe d'amis et en fait, on a démarré l'entreprise fin 2015, début 2016. On était trois fondateurs. On a embarqué un premier salarié très rapidement et ensuite, bah, l'entreprise s'est développée. Pendant 2 ans, ça a été une période d'innovation, de démarrage. En fait, on a posé une vision, une ambition, des valeurs, mais on n'avait pas encore le produit. Et puis ensuite, on l'a développé. Et puis ensuite, l'entreprise, on a trouvé que notre innovation répondait vraiment à un besoin. Et en plus, après, on a trouvé que ça répondait à un marché. Et puis, du coup, l'entreprise a grandi. Et maintenant, on est une vingtaine de salariés, du coup, en pleine expansion, en pleine croissance, avec un chiffre d'affaires qui fait bientôt 5 millions. Donc, on est vraiment et on a près d'un millier d'utilisateurs maintenant de nos serres, partout en Europe et même à l'international. On s'est déployé dans près d'une trentaine de pays. Et en plus, on a été confronté ces dernières années à différentes crises en plein développement de notre start-up. C'est-à-dire, on a eu la crise des matériaux, l'inflation, la crise Covid, récemment la crise énergétique. Enfin, on a eu tout eu.
Et chacune des crises ont montré que ce qu'on faisait, répondait en fait, aux crises parce que les gens face à ça, face à l'inflation, face aux pénuries, face à tout ça, finalement ont envie de se rendre autonomes. On était en avance de phase par rapport à un besoin et toutes ces crises renforcent la pertinence de ce qu'on fait. Bah, je suis pas étonnée. Bravo en tout cas parce que j'ai adoré Eh ben, découvrir votre merci. site internet, vos produits. Je réfléchis du coup à comment je vais faire pour, pour acheter une serre. Ouais, franchement, c'est vraiment chouette. Et du coup, quel est l'état d'esprit, de MyFood? Alors l'état d'esprit d'une entreprise, elle est vraiment déterminée par les personnes qui sont dans l'entreprise et au début, forcément, quand on n'est que 3, c'est l'état d'esprit de 3 personnes. Et puis après, on embarque des gens et en fait, on essaye de structurer, d'impulser une culture d'entreprise au sein des personnes qui rejoignent l'équipe. Et ça, c'est tout l'enjeu. Je crois vraiment, c'est tout l'enjeu du quotidien. C'est quand on a vraiment posé une vision des valeurs, une envie d'excellence, une envie de porter un projet très loin et très haut. Le challenge au quotidien, c'est de faire que ça s'incarne et ça se développe dans les personnes qui rejoignent l'équipe. Et je crois que c'est vraiment tout le défi du quotidien. C'est quand on a une exigence de qualité de travail, une exigence de quantité de travail, une exigence de relationnel, de communication et tout ça, c'est faire que les personnes, du coup, s'accordent, se mettent au diapason de ce qu'on souhaite impulser. Tout le challenge se situe à ce niveau-là. Dans ce que tu dis, on peut se poser la question, est-ce que c'est plutôt une question de recrutement ou est-ce que c'est plutôt une question de d'onboarding, de façon dont après on travaille à l'intérieur, qui fait qu'on a tous le même état d'esprit ou en tout cas qu'on va vers la même vision? C'est forcément les 2. En fait, on se rend compte que l'onboarding va être vraiment très important sur les métiers, sur l'apprentissage, sur les compétences, mais aussi, effectivement, on rentre dans une équipe et on voit qu'il y a des choses qui sont là. C'est-à-dire qu'il y a un état d'esprit, des valeurs qui sont formalisées, d'autres c'est plus implicite, donc ça se découvre, ça doit se transmettre, ça doit s'expliquer, ça doit s'incarner surtout, hein. C'est vraiment pas souvent par l'exemple plus que par des règles ou un règlement qui est affiché au mur. Mais il y a quand même une part où, justement, j'avais été inspiré par un coach en management qui avait eu une entreprise aussi par le passé et qui m'a dit, tu verras, enfin, en tout cas, moi, ça a été le cas pour mon entreprise. On est parti d'une petite boîte et on a eu un succès fort. Il m'a fallu des années avant d'arriver à construire une équipe de guerriers. Et en fait, il va falloir de la patience. Et il y a aussi, on se rend compte, c'est qu'il y a des talents qui correspondent à des étapes de développement d'entreprise. C'est-à-dire qu'en fait, au tout début, on va avoir des personnes qui vont être très très bien pour du défrichage, pour de l'innovation, pour de la recherche, pour du bizdev, vraiment où tout est à faire. Et puis ensuite, on va passer des étapes un peu plus différentes, voilà, un peu plus. Les défis sont vraiment après sur la croissance, la construction de process, la construction de l'industrialisation, où là, il faut être vraiment plus, voilà, il faut être solide, faut être prêt aussi à encaisser les difficultés, les mauvaises nouvelles au quotidien, gérer le caractère des personnes d'une équipe. Et je crois qu'en fait, on a aussi des personnes qui sont faites vraiment sur des étapes, sur des tailles d'entreprise. Et ça, il faut bien le comprendre, il faut bien le sentir. Ouais, évidemment, ouais. C'est pas les mêmes personnes qui font du run et qui font de l'innovation et qui font et cetera, ouais. Et ça, c'est pas forcément facile à accepter, déjà soi-même, de se dire, peut-être qu'on voit un fondateur qui quittait l'entreprise au bout d'un certain moment, ou alors quelqu'un du comité de direction, ou quelqu'un à qui on tenait fort dans une équipe, mais c'est plus le moment, c'est plus l'étape. Voilà, et puis le faire aussi accepter aux équipes. Dire, voilà, cette personne-là, on y tenait bien, mais voilà, c'est le moment, pour elle de se lancer sur un autre projet, de faire autre chose. Et oui, parfois c'est une opportunité autant pour elle que pour l'entreprise, hein. Parfois, perdre quelqu'un, c'est aussi l'occasion d'en recruter un autre et ça peut Et amener et autre et chose. ça ne tue pas l'âme, ça ne tue pas la vision, ça ne tue pas l'état d'esprit global la raison d'être de l'entreprise. Alors du coup, comment on travaille chez MyFood? Comment on fait entreprise? La première chose, c'est que on voit que les projets, je sais pas, tu connais sûrement, ce communicant, qui a développé des concepts qui s'appelle Simon Sinek, tu as forcément dû entendre parler. Son idée clé et franchement, je pense qu'il a vraiment raison là-dessus, c'est que les entreprises qui vont tenir dans la durée, qui vont avoir une pérennité, qui vont vraiment faire quelque chose dans le temps, sont ceux qui sont fondés sur une raison d'être avant d'être fondés sur un produit à vendre ou sur une compétence, un métier, un savoir-faire, qui est important, hein, bien entendu. Et en fait, nous, depuis le début, indépendamment de l'innovation qu'on a lancée, on en a lancé plusieurs et on en a même abandonné certaines sur la route, ça a été de se dire, on veut vraiment, à grande échelle,
redonner aux citoyens la possibilité de faire leur propre nourriture et se reconnecter à son alimentation et se rendre indépendant du système, des crises et tout ça. Et en fait, on a vraiment ça comme un horizon sur lequel, un horizon, on l'atteint jamais, mais on va toujours vers ça. Et c'est ça qui guide tout ce qu'on fait. Et à partir de là, s'agrègent des produits, des activités d'entreprise. Et en fait, du coup, notre produit, on a un produit phare qui fonctionne très bien et des activités, donc différents métiers qui viennent rejoindre tout ça. Et en plus, le challenge, c'est qu'on a lancé une innovation, c'est-à-dire que ça n'existait pas avant, hein. La serre d'autoproduction alimentaire, ça n'existait pas avant, hein. Donc c'est vraiment différent d'être dans une culture d'entreprise, de monter une boîte sur quelque chose qui n'existe pas, où il n'y a pas de concurrence, où il n'y a rien. Donc on est sur plus un océan bleu, on défriche complètement le besoin. Donc on part et on doit structurer après une organisation, une entreprise autour de ça et donc du coup être en itération permanente. C'est-à-dire qu'il faut être en itération de produits, en itération de business model, en itération d'organisation interne. Donc on est tous les jours en train de réécrire des pans de l'activité. Donc il faut forcément avoir un état d'esprit extrêmement agile, d'apprentissage, ne pas rester sur des... Ça c'est aussi un risque, hein, très souvent dans l'innovation, dans l'entrepreneuriat de start-up, c'est qu'en fait, on a un biais cognitif, on se dit: «Tiens, mon idée, c'est la meilleure du monde» et puis, hop, j'ai bien en tête, je reste dessus, je ne veux pas bouger et on ne voit pas qu'on est dans le faux sur certains éléments et ça amène des boîtes à aller au tapis parce qu'elles ne sont pas assez lucides sur des choses qui ne fonctionnent pas. Donc il faut vraiment être extrêmement, lucide, sur ses apprentissages et donc du coup, forcément arriver à avoir cette culture d'entreprise, au niveau des équipes, de l'agilité, du changement permanent, de la recherche d'excellence, d'accepter l'erreur, se dire l'erreur n'est pas quelque chose de violent, l'erreur est nécessaire pour être sans arrêt en amélioration continue. Et dédramatiser aussi, vraiment avoir une culture de la dédramatisation. Ça, c'est vraiment notre challenge avec Michael, mon associé. Nous, on voit ça de manière un petit peu solide, structurée. On voit une difficulté, un truc qui t'arrive dans le quotidien, un client qui te remonte à un truc, ça marche pas, bim, machin, il te le dit un peu méchamment. On dédramatise, on se dit mais c'est bon, on en a vu pendant 8 ans, c'est pas grave, on corrige, on s'ajuste, on s'améliore et puis on passe à autre chose. Voilà. Donc il faut avoir ce tempérament-là au quotidien pour que ça fonctionne. Et comment on passe d'un management, d'être manager, d'être managé en entreprise, et tout d'un coup de devenir, d'avoir la carte blanche sur ces sujets-là, quand on devient entrepreneur? Ouais, il doit y avoir quand même peut-être une part d'acquis. Tu vois, je veux dire, moi, j'avais un père entrepreneur qui aussi avait une entreprise. J'avais peut-être ça quelque part aussi un petit peu dans l'ADN. Et puis aussi l'expérience professionnelle qu'on a eue par le passé, parce on est quand même passé par des entreprises qui étaient bien structurées, mine de rien. Donc on a pu voir tout ce qu'il fallait faire et tout ce qu'il fallait pas faire. Donc c'est venu aussi quand même beaucoup par l'expérience. Et ensuite, forcément, après, on apprend sur le tas, hein, et ça, il y a pas de mystère. Mais il faut essayer d'avoir vraiment une intelligence pour essayer de limiter les erreurs par rapport à l'expérience qu'on a pu avoir. Et puis au quotidien, on apprend quand même tous les jours, hein. Je veux dire, voilà, là, je viens de raccrocher il y a pas 10 minutes avec la CPM parce que je gère pour la première fois dans mon entreprise un sujet de maladie professionnelle. Je ne sais pas du tout comment gérer ça. Bon, j'apprends. Et puis voilà, et puis c'est comme ça. Et tu me parlais aussi, en préparant on pourrait être tenté de reproduire le management qu'on a connu dans le monde de l'entreprise. Et justement, il y a eu, chez vous une conscience que, on n'est pas obligé de reproduire ce qu'on a connu. Oui, c'est pas simple parce que, il y a la part de ce qu'on arrive à conscientiser, et puis il y a une part, inconsciente. C'est comme dans l'éducation des enfants, hein, où voilà, on se dit: «Bah, tiens, mes parents étaient comme ça, moi je vais faire tout l'inverse, je vais être comme ça» et puis voilà et puis en fait, finalement, on reproduit quand même des choses sans le savoir et puis enfin, voilà. Je pense que c'est exactement pareil dans le management. Alors moi, j'ai eu, ça peut paraître bizarre, peut-être une chance, mais j'ai eu un nombre de managers assez important. En 12 ans, je sais pas, j'en ai peut-être eu 8-10, enfin, parce que j'étais dans une boîte où ça changeait tout le temps. Il y avait un turnover dans le management qui était assez important. Et donc, du coup, j'ai pu voir une sorte de palette de managers qui étaient extraordinaires, qui m'ont laissé une grande autonomie, qui m'ont fait confiance, sur lequel j'ai vraiment pu m'épanouir. Et puis d'autres où ça a été pas complètement ça, hein. Ça a été plus du micromanagement, un interventionnisme permanent au quotidien, pas de subsidiarité, enfin une catastrophe, qui m'ont vraiment donné envie de partir. Voilà, et puis certains même un peu toxiques. Et donc du coup, j'ai pu voir et me dire, tiens, là, un jour, si je monte ma boîte, tout ça, 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 je le ferai pas. Et puis ça, la confiance,
le lâcher prise, la subsidiarité, la transparence, tout ça, je vais essayer de le faire. Voilà. Et forcément, après, essaye de le mettre en place. On juge un arbre à ses fruits. Après, on voit effectivement si l'entreprise, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que la croissance est là? Est-ce que l'équipe est satisfaite, est contente d'être là? Est-ce qu'on a du turnover? Jusque-là, voilà, on a des personnes dans l'entreprise qui sont là depuis un moment, qui sont contentes d'être là, j'espère. Et on n'a jamais eu de gérer de gros dossiers, on n'a jamais été au prud'homme, on n'a jamais eu besoin de faire de licenciements, on n'a pas eu de procès, on n'a rien eu depuis 8 ans. Et donc, du coup, on touche du bois et on espère que ça va continuer comme ça. Bah, ouais, 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 c'est une belle réussite. Ça reste des marqueurs quand même. Bah ouais, et après, c'est le concret, hein, donc, ouais. Pourquoi avoir voulu, devenir une entreprise à mission, puis ensuite Bicorp? En fait, Bicorp, même avant de lancer la boîte, on voulait l'être. C'est-à-dire au moment où on a lancé la boîte, parce qu'en fait, ça fait longtemps qu'on connaît ça. On a découvert à travers le film Demain, qui je crois était de 2015 justement. Donc ça c'était pile au moment où je crois on lançait la boîte et on voyait, il y a eu beaucoup de reportages qui se faisaient sur des initiatives écologiques, des initiatives internationales qui étaient très inspirantes à ce moment-là. On a pu faire quelque chose d'assez chouette, c'est-à-dire qu'il y a des boîtes qui ont une super raison d'être, un produit, c'est-à-dire une innovation, une valeur qu'ils apportent, mais en interne, ils ont une gestion qui est vraiment, j'ai envie de dire, dégueulasse. Ça, j'en ai connu. Et à l'inverse, il va y avoir des boîtes qui ont un produit qui n'est pas forcément top. J'en connais une dans la région, je ne vais pas la citer, hein, c'est pas vraiment exemplaire en termes de métier, mais par contre, ils sont au taquet sur la RSE, sur tout ce qu'ils peuvent faire pour les salariés. Et c'est, je crois, dans le top 3 des boîtes où l'ambiance au travail, où la qualité de vie au travail est excellente. L'idée, c'est si on peut faire les deux, c'est top. C'est-à-dire avoir un produit qui a une raison d'être extraordinaire, à mission, avoir une vraie valeur ajoutée environnementale, sociale et même économique. Et en plus, du coup, en parallèle, avoir une entreprise qui, du coup, en interne, porte un nombre d'actions fort sur tous les sujets, effectivement, environnementaux, sociaux et économiques en interne de l'entreprise. Donc, si on peut faire les deux, c'est génial. Et Bicorp a vraiment des critères qui, quand tu passes le process, te tirent vraiment vers le haut. Tu penses avoir déjà fait énormément de choses et en fait, tu te rends compte que ah bah non, tu as encore plein de choses à faire. Et c'est bien. Et du coup, en passant dans le process, qui est costaud. Et du coup, on passait là-dedans, ça nous a permis de cocher encore d'autres cases. Et c'est une amélioration continue. On n'a jamais atteint une destination finale, hein, c'est ça qui est bien. Est-ce que tu dirais que ça a changé des choses justement dans la façon de travailler, Bicorp ou à mission, hein? Je sais pas si il y a l'un ou l'autre qui a plus changé quelque chose, mais est-ce que ça a changé quelque chose en interne? Alors, ça a déjà changé quelque chose en interne au niveau de ma psychologie. Parce qu'en fait, quand tu lances une activité, que tu poses des statuts, tu lances une boîte, tu commences à faire du chiffre d'affaires, tu vois vraiment les choses à travers une grille de lecture qui est très classique, même si tu es sur une innovation. Mais après, effectivement, quand on a changé les statuts en 2019 et on s'est dit, à ce moment-là, et c'est marrant, c'est parce que ça transparaissait dans nos statuts, on était vraiment initialement sur une entreprise qui développait une innovation en open source, en culture et tout ça, de dire même maintenant, notre mission, c'est d'avoir un impact social, écologique fort à grande échelle et de redonner à tous la possibilité de faire sa propre nourriture. Finalement, on a mis dans l'ADN quelque chose qui était voilà, qui flottait un peu dans l'air, mais là, on l'a écrit sur papier. Et donc finalement, du coup, on s'est dit, bah non, mais en fait, tous les jours, si on vient dans l'entreprise, c'est pour faire ça. Et on doit du coup organiser toutes les activités de l'entreprise pour faire ça. Et donc ça a eu déjà un impact sur la psychologie. Et puis après, je pense que c'est sur l'intégralité de la manière dont on agit enfin, avec tous les parties prenantes, hein, qui sont les salariés, les fournisseurs, nos clients, nos financeurs, toutes les personnes qui rentrent dans l'écosystème. Et c'est vraiment d'avoir une vision d'écosystème et se dire, il n'y en a pas un qui est plus ou moins important que l'autre. Il faut vraiment avoir une gestion saine de tout l'écosystème qui vient en interaction avec une entreprise. Il faut respecter tout cet écosystème. Voilà. Effectivement, ne pas se dire, ça c'est un fournisseur, j'ai envie de dire, tu vois, c'est un esclave et puis le client, c'est le roi. Non,
Non, non, bah, je veux dire, chacun doit avoir un équilibre. On doit avoir un équilibre avec chacun de ces éléments de notre écosystème. Est-ce que tu aurais quelques exemples de votre façon de travailler? Tu m'as parlé de feedback, tu m'as parlé de prise de décision et cetera, ça m'intéresse. Je vais essayer de prendre peut-être par le fil rouge de nos valeurs, parce que la première chose qu'on a montée avant qu'on avait notre innovation, on a monté un site web et on a écrit 3 trucs dessus. On a mis une photo de nous parce qu'on était, comme je dis, on était des potes au début. Donc là, on a pris une photo de nous, on s'est réunis à un barbecue avec une serre et on a pris une photo et on a écrit simplicité, responsabilité, transparence. Et ça a été notre premier site web. Et après, on a un peu décliné nos idées, mais on a précisé ça dans le temps. Et donc, du coup, ce qui transpire dans le quotidien, c'est effectivement une recherche permanente de simplicité, simplicité dans les process, dans la façon de travailler, dans nos outils, dans l'harmonisation de tous les outils, même digitaux, et la simplicité dans les relations. Voilà, que les choses soient vraiment dans une lecture simple des choses. Ça passe aussi par la subsidiarité. Pour moi, c'est quelque chose de très, très important. C'est-à-dire que chacun doit être responsable dans sa zone. Il ne faut pas empiéter dans les responsabilités de chacun, mais par contre, il faut quand même aussi avoir une conscience forte que la prise de décision, bah, elle doit être aussi clairement établie et définie. Ça, c'est très important. Tu prends une décision à cette échelle-là, sur ce périmètre-là, mais du coup, il faut aussi comprendre que nous, justement, dans la direction de l'entreprise, on doit aussi arbitrer, prendre des décisions sur cette échelle-là et c'est pas non plus 300% démocratique. Ça, c'est très important. Donc, du coup, ça rejoint la notion de responsabilité parce que j'ai vécu par le passé dans des entreprises, notamment mon expérience passée, une expérience d'entreprise où il y avait un dirigeant qui ne décidait de rien. Il ne prenait pas de décision. Et ça a amené le chaos complet dans l'entreprise parce que personne ne décidait. Ça peut être vraiment un poison, un cancer dans une organisation. Donc, il faut être vraiment très, très responsable par la prise de décision. Donc, c'est le quotidien. Au quotidien, on ne fait jamais l'autruche face à une difficulté. Voilà, on la prend, bras le corps, on a ça, bah, on décide. Voilà. Et ça, c'est vraiment, c'est être responsable et on ne reste jamais devant un mur en se disant, bah, tant pis, on verra, ou on procrastine dans la prise de décision. Enfin voilà, ça, c'est aussi un classique. Donc ça, nous, c'est vraiment, dans la culture d'entreprise, c'est zéro procrastination. C'est très important. Aussi, dans la responsabilité, bah, c'est être responsable sur tous les aspects justement environnementaux, sociaux et économiques. Hein, c'est-à-dire être sans arrêt en amélioration d'un point de vue, surtout que notre métier nous l'amène, hein, c'est-à-dire forcément avoir un produit qui nourrit les gens. Donc, il faut être sans arrêt en train de s'assurer qu'on répond bien à cet enjeu-là avec un bilan écologique positif et aussi une analyse de cycle de vie qui montre que ça vaut le coup de le faire. Ça, c'est important et on est sans arrêt en amélioration là-dessus. Responsabilité sociale, bah, effectivement, répondre et être au rendez-vous de toutes les attentes du quotidien. On fait énormément de choses, je pourrais t'en parler pendant des heures, mais là, ça va pas être possible, mais on fait énormément de choses au quotidien de ce côté-là. Et aussi sur l'aspect financier, parce que ce qui est un sujet dont on parle généralement très très peu sur les piliers du développement durable. Il y a ce pilier-là, mais généralement on en parle très très peu au quotidien. Mais être responsable financièrement dans son organisation, être à jour de toutes ses responsabilités fiscales, de ne pas faire de l'évasion fiscale. Enfin, j'étais très engagé sur ce sujet-là à l'époque, donc pour moi c'est quelque chose de très important. Et parce qu'on peut être très vite tenté de prendre des salariés du coup en freelance machin en Angleterre et puis payer pas cher certaines choses, voilà. Donc il faut se dire que on fait partie d'une communauté, une communauté humaine. Et ça fait partie aussi de la responsabilité financière de veiller à ça. Et puis la dernière des valeurs, c'est la transparence. Et ça, c'est super important. C'est-à-dire qu'il faut être transparent en interne comme en externe. Et bah, du coup, nous, vu qu'on a été dans une philosophie open source, ça a aussi fait partie de notre ADN. Donc, par exemple, on lance une innovation, un produit qui n'est pas encore complètement abouti, et ben, on est transparent au quotidien de ce qui va, de ce qui fonctionne, de ce qui ne fonctionne pas, de ce qu'on doit améliorer. Et on n'a jamais menti sur nos performances, sur notre état, sur la situation, sur l'état de notre développement. Et on est transparent aussi en interne. Il n'y a pas de sujet sur lequel on ne peut pas parler, voilà, aussi en interne. Donc ça, c'est très important. Ça fait partie de la culture d'entreprise. C'est vraiment une culture de transparence et de transparence financière aussi, hein, de dire où on en est, savoir dire aux salariés, ben voilà, concrètement, à ce stade-là, voilà où on en est sur le développement d'entreprise, sur nos chiffres, sur notre résultat, voilà où on veut aller. Et voilà, c'est très, très, très important de ne pas avoir des mystères sur des pans de l'entreprise.
Est-ce que ça veut dire qu'on parle aussi des salaires? On n'a pas un tableau où on écrit tous les salaires et qu'on l'affiche, on l'accroche, mais si on vient m'en parler ou si on pose des questions, on y répond sans aucun complexe. Tu définirais, votre, hiérarchie comment? Enfin, est-ce qu'il y en a une déjà? Simplicité, déjà très très simple. C'est-à-dire que la prise de décision, elle est très simple. On est 2 fondateurs, on a un comité de direction, on est 3 personnes et on prend les décisions dans ce comité de direction-là. On n'a pas 150 strates, de toute façon on n'est que 20, mais voilà, le middle management, voilà, ça fait pas partie vraiment de notre culture d'entreprise, mais alors pas du tout, surtout on a vu ça dans des boîtes précédentes, dans des grosses boîtes, des strates méga inutiles. Donc ça fait vraiment pas partie de notre culture d'entreprise. Quelqu'un qui a des responsabilités doit avoir un métier, ça c'est super important. Donc ça fait partie de notre manière de fonctionner, mais on n'est pas du tout dans une philosophie d'entreprise ultra démocratique où tout le monde participe dans la prise de décision parce qu'on sait que ça fonctionne pas vraiment par expérience et surtout dans un domaine d'innovation. C'est-à-dire que dans un domaine d'innovation, ça peut vraiment partir dans tous les sens et il faut vraiment savoir cadrer. Il faut cadrer en fait ce qu'on appelle la zone de jeu, c'est-à-dire voilà, ce périmètre-là, on y va, celui-là, on n'y va pas, et voilà pourquoi on n'y va pas. C'est-à-dire tel segment de marché, tel pays, telle zone, tel type de produit, tel sous-segment de produit, de savoir que là, on a de manière de distribuer, de manière de vendre. Est-ce qu'on est en direct? Est-ce qu'on est voilà, avec des distributeurs, des franchises? Est-ce qu'on utilise telle manière de communiquer? Est-ce qu'on fait des salons? Est-ce qu'on fait que du digital? Enfin, c'est que des décisions et des arbitrages au quotidien. Ben, il faut les prendre, il faut les assumer, il faut dire pourquoi est-ce qu'on les assume. Voilà, pourquoi est-ce qu'on a pris ces décisions-là. Et ça, bah, dans une entreprise qui innove, eh ben, on pourrait partir dans tous les sens, on pourrait faire, voilà, et ça serait le chaos. Donc en fait, en permanence, au quotidien, il faut savoir arbitrer, décider et assumer ces décisions-là. Donc on les assume avec un comité de direction, ce qui n'empêche pas d'être extrêmement lucide, extrêmement à l'écoute en communication, savoir repérer les signaux faibles, savoir écouter tous les avis de toutes les personnes de l'entreprise et intégrer les retours de tout le monde dans la prise de décision. Voilà. Avec ton expérience de salarié et maintenant ton expérience d'entrepreneur, ce serait quoi ton meilleur conseil autour de l'humain, de la gestion de l'humain dans l'entreprise? Ça serait, je me réfère beaucoup aux vertus cardinales, pour revenir à la philosophie grecque, la prudence dans toutes les décisions, toujours juger ce qui est bon, ce qui est mauvais. La justice, parce qu'on est en permanence en train, tous les jours, de prendre des décisions et de juger les choses, dire est-ce qu'il est plus juste de faire ça ou il est plus juste d'accorder cette chose-là. Et donc du coup, voilà, il faut avoir vraiment un sens aigu de la justice parce que et puis d'ailleurs parce que c'est aussi perçu par les personnes de l'équipe, hein, donc il faut être exemplaire là-dessus. Ensuite, bah, la tempérance, très important, parce qu'on pourrait aussi, là c'est plus une vertu plus à titre personnel. Je donne un exemple très, très concret, hein, mais quelqu'un qui n'a pas d'équilibre perso-pro, qui donne toute son énergie pour son entreprise, qui se crame et qui du coup amène une culture du burn-out dans l'entreprise, c'est pas ça non plus. Et à l'inverse, ne pas accepter des situations d'entreprise où il y a je dirais du laxisme ou de la procrastination et tout ça. Donc il faut être toujours dans un juste équilibre. C'est très très important. Dernier élément, bah, c'est la force, hein, c'est qu'il faut avoir au quotidien l'énergie pour engager des combats, choisir ses combats, choisir ses sujets et les amener avec beaucoup d'énergie. Tout ça doit se mettre en équilibre. Voilà. Et si je dois donner, voilà, si moi je donne un conseil, c'est vraiment avoir cette grille de lecture, de faire les choses en équilibre avec prudence, justice, force et tempérance. Dernière question, qui est-ce que tu aimerais entendre à ce micro? J'ai été en contact permanent, enfin, je veux dire, on croise énormément de gens forcément, quand on monte une boîte dans l'entrepreneuriat, on est en contact avec beaucoup de gens qui nous inspirent. J'ai échangé avec des personnes qui sont dans le domaine de l'impact et notamment, on s'est financé à un moment donné à travers l'ITA, du crowd equity, qui agrège plein de projets impact plus intéressants les uns que les autres. Donc des personnes qui, bah, justement, comme l'ITA, qui voient au quotidien tous ces projets-là pourraient peut-être avoir un retour intéressant en tant qu'eux aussi, de la manière peut-être de gérer aussi leurs fonds, mais aussi parce qu'ils
ils ont peut-être une vision à 360 de plein de projets qui sont dans le domaine de l'impact. Première chose qui me vient à l'esprit là comme ça. Merci Mathieu pour cette interview. Je suis ravie d'avoir découvert et ton entreprise avec les produits que vous proposez et votre philosophie. Je remercie aussi Sophie qui m'avait mise en relation avec toi. Eh ben, merci de m'avoir tendu le micro et puis voilà, qui permet de faire connaître à la fois MyFood et puis à la fois la manière dont on gère voilà, l'humain, le management, tout ça. Donc voilà, c'est une chouette chaîne que tu fais. Donc on est très ravis d'avoir été dans cette thématique. Super, merci Mathieu, à bientôt. Merci. J'espère que vous avez aimé cet épisode autant que moi. Si vous connaissez quelqu'un qui aurait beaucoup de choses à dire sur le sujet, je serais très intéressée de le savoir. Alors partagez-nous son nom en commentaire. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à partager cet épisode et à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les prochains. Et si l'envie de nous mettre plein d'étoiles et un commentaire vous prenez, n'hésitez surtout pas. À bientôt!